Tous les ans, la Cour des comptes établit un rapport public pour contribuer à l'information des citoyens. C'est même inscrit à l'article 47.2 de la Constitution. Ça sert également à alerter les pouvoirs publics sur leurs orientations financières. Et à chaque fois, c'est sur un sujet différent. Par exemple, dans le rapport de 2022, la Cour des comptes elle est revenue sur la crise sanitaire et sur ses conséquences budgétaires, financières, économiques et sociales. En 2023, ce rapport il s'arrête sur la performance de l'organisation territoriale de notre pays 40 ans après les premières lois de décentralisation. En tant que candidat à un concours de la fonction publique territoriale, ce sujet, il devrait vous intéresser parce que c'est une sorte de bilan de l'action des collectivités après 4 décennies et donc de nombreux mandats présidentiels avec des orientations politiques différentes. C'est évidemment quelque chose sur lequel on peut vous interroger pour savoir si vous avez un peu de recul sur ces lois de décentralisation ou si vous vous contentez d'apprendre par cœur les principales étapes depuis 82. Vous devez être capable d'avoir un avis ou en tout cas de formuler une réflexion sur les avancées, mais aussi les faiblesses de la décentralisation aujourd'hui. Ce rapport de la Cour des comptes et cette vidéo résumée va bien sûr vous y aider. D'ailleurs, vous pouvez télécharger ce rapport sous la vidéo en description. Alors aujourd'hui, plusieurs questions se posent quand on réfléchit au monde de la territoriale et notamment sur les enjeux de notre organisation actuelle, sur la gestion financière locale, sur l'efficience des services rendus à la population, etc. Surtout que les données chiffrées sont parfois difficiles à manier. Par exemple, entre 85 et 2020, la dépense publique locale par habitant, elle a doublé. Donc, les défenseurs de la thèse des collectivités ultra dépensières qu'il faut redresser, ils trouvent là un argument allant dans leur sens. Sauf que sur cette période, de nombreuses compétences sont passées de l'État à la territoriale. Donc, quelque part, cette hausse des dépenses, elle est en partie mécanique. Mais la Cour des comptes avoue qu'elle ne sait pas évaluer à quel point ces hausses de dépenses sont logiques, entre guillemets, et à quel point elles sont du fait du caractère dépensier des collectivités. On pourrait même aller plus loin en disant qu'en France, le poids des dépenses locales dans le PIB, bah, il reste inférieur à la moyenne européenne. Avec ce genre d'argument, là, ce sont les partisans d'une plus grande décentralisation qui y trouvent leur compte. Donc on voit que tout ça est complexe et que chacun pourra y tirer les enseignements qu'il veut. Maintenant que cet avertissement est fait, on va étudier ce rapport dans lequel la Cour des comptes propose, dans un premier temps, une analyse globale, à la fois institutionnelle et financière. Et dans un second temps, elle analyse plus concrètement 7 compétences qui concernent tous les Français. Et pour que ce soit plus clair, on va développer tout ça dans une carte mentale. Alors, sur cette carte mentale, on va voir plusieurs choses. On va voir les parties 1 et 2 qui correspondent à l'analyse globale faite par la Cour des comptes. Une troisième partie un peu plus fine sur les compétences, enfin sur certaines compétences. Et enfin, une conclusion. Pour l'analyse globale, on va d'abord se concentrer sur ce que le rapport de la Cour des comptes appelle pour un nouvel élan décentralisateur. Et avant de voir les propositions concrètes que fait la Cour des comptes, on va d'abord s'attarder sur le bilan qu'il tire de ces années de décentralisation, donc sous le prisme des réformes organisationnelles qu'il juge insuffisantes, et aussi sous un autre prisme, celui des compétences qui seraient trop partagées. Alors, d'abord sur les réformes organisationnelles, on va se focaliser sur 2010 et après. Hein, on va pas revenir sur avant, puisque la Cour des comptes estime que sur l'acte 1 et l'acte 2 de la décentralisation, donc plutôt les années 80 pour l'acte 1 et le début des années 2000 pour l'acte 2, on a des choses concrètes à se mettre sous la dent. On a pour l'acte 1 un transfert massif de compétences de l'État vers les collectivités. Pour l'acte 2, on a une reconnaissance constitutionnelle de la décentralisation, donc ce sont des choses importantes. La Cour des comptes, elle estime que depuis 2010, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, c'est pas vraiment un acte 3 de la décentralisation. Hein, contrairement à ce qu'on voit, et d'ailleurs qui fait consensus chez les profs de droit, chez les formateurs. D'ailleurs moi aussi, hein, je parle d'acte 3 pour les années 2010. Mais la Cour des comptes, elle, elle estime que c'est pas vraiment un acte 3 puisqu'il n'y a pas eu d'avancée majeure en termes de décentralisation. Et bon, ça, en soi, je la rejoins hein, là-dessus. Mais attention à vos propos quand vous parlez face à un jury. Il est admis globalement que l'acte 3 de la décentralisation, c'est quand même cet amas de lois depuis 2010, avec ces lois, hein, donc lois d'ajustement, estime la Cour des comptes, mais qui restent quand même relativement importantes. Donc on a la loi RCT, la loi MAPTAM,
La loi de délimitation des régions qui fait passer certaines régions en mode XXL, la fameuse loi NOTRe, la loi engagement pour la vie locale, donc plutôt sur le statut des élus locaux, et puis la plus récente loi 3DS avec notamment la différenciation qui est un peu plus mise en avant. Donc je vous en parle quand même, hein, je fais de cette petite parenthèse, parce que c'est un élément aussi intéressant, je trouve, en termes de réflexion à avoir sur l'efficacité des lois de décentralisation depuis, on va dire, une dizaine d'années. Et bah, si on retourne sur, cette réflexion de la Cour des comptes, ce qu'il nous dit, c'est que depuis 2010, en gros, on a un renforcement des intercommunalités et des régions. L'idée, c'était quand même d'avoir des intercommunalités, partout, des intercommunalités de plus en plus puissantes, et puis d'avoir des grosses régions, même si bon, on va revenir là-dessus après. Après, si on se place, d'un point de vue un petit peu plus récent, on voit depuis la crise sanitaire notamment qu'il y a une réaffirmation des communes et des départements, qui étaient pourtant des échelons un peu mis de côté dans ces années 2010. Mais avec, bon, la crise sanitaire par exemple, mais pas que, on pourrait ajouter aussi la crise, des gilets jaunes, où, les maires ont eu un rôle, très important. Puisque, bon, c'est un échelon quand même dans lequel, la plupart des Français ont confiance, en tout cas plus confiance que des échelons, locaux un peu plus grands comme les régions, les départements et aussi par rapport à l'État. Donc globalement, oui, depuis les années 2010, on a ce mouvement, hein, sans grande loi de décentralisation, mais avec des intercos et des régions plus puissantes. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que dans ces années, 2010, on a assisté à une concurrence entre 4 échelons: les communes, les EPCI, les régions et les départements. Alors pour les communes, ce qu'on nous dit, c'est qu'elles sont, trop nombreuses et trop petites. En effet, 50 des communes, ont moins de 500 habitants, donc c'est vraiment des toutes petites communes, avec bien souvent d'ailleurs, un maire et puis, au niveau administratif, 1 ou 2 agents grand max. Et c'est d'ailleurs un handicap, nous rappelle la Cour des comptes, pour, gérer des, nouvelles compétences, techniques. Alors on pense par exemple à la compétence, urbanisme, alors qui est pas si nouvelle que ça, mais qui est par contre de plus en plus technique. Et déjà que pour des, villes de, allez, 15 000 habitants environ, j'ai déjà eu des retours d'agents qui me disent que, bah, c'est compliqué, alors qu'ils ont un service dédié, ils sont plusieurs, et cetera. Mais, on imagine du coup la difficulté que ça doit être pour des toutes petites communes avec, seulement un ou 2 agents. Ensuite, pour les EPCI, on nous dit qu'ils ont été renforcés, mais également contestés par les communes. Et ça, c'est vrai que, bon, par exemple, pour la question de la gouvernance, c'est, des retours qu'on a eus, depuis des années, qu'on voit sur la Gazette des communes, qu'on voit, dans des livres, par exemple, comme Le blues des maires d'Éric, Kerrouche, qu'on voit dans des rapports du Sénat. Bon, il y a des gros problèmes de gouvernance, même si, ça dépend quand même des EPCI. Il y a des EPCI dans lesquels c'est très bien organisé et les communes n'ont pas ce sentiment d'être mises à l'écart ou de ne pas avoir, de voix qui compte. Ensuite, pour les régions, la Cour des comptes nous dit qu'elles sont, bah, très grandes, hein, forcément, avec, la réforme de 2015, mais que du coup, mécaniquement, elles sont, plus éloignées des citoyens. Et contrairement à ce qu'on nous avait, vendu à l'époque, pour l'instant en tout cas, on n'a pas de baisse des coûts, hein, il n'y a pas d'économie d'échelle, alors que c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Il y a au contraire même des, surcoûts, puisque par exemple les, salaires ont été tirés vers le haut quand on a une fusion entre 2 régions. Bah, c'est le régime indemnitaire le plus avantageux pour les agents qui a été, privilégié pour tout le monde. Il y a aussi des surcoûts en termes de transport, puisque les régions sont plus grandes. Bon, voilà. Donc pour l'instant, on est plutôt sur des surcoûts. On verra sur le long terme si, la tendance s'inverse. Et puis surtout, on nous dit que, ces grandes régions, bah, finalement, elles sont pas compétitives avec les régions espagnoles et allemandes. Et pourtant, ça aussi, c'est ce qu'on nous avait vendu à l'époque, d'avoir des grandes régions comme les Landers allemands, comme les grandes régions espagnoles. Sauf que, ce qu'on nous dit dans beaucoup de rapports, c'est que c'est pas tant la taille d'une région, hein, sa taille géographique qui compte, c'est, plutôt, ses compétences. Et là, on l'a vu, dans les années 2010, il y a pas un transfert massif de compétences vers les régions. Et puis aussi et surtout, c'est une question de budget. Et là, on voit que les régions, françaises sont, vraiment, des, nains financiers par rapport aux régions voisines. Et enfin, pour les départements, on nous dit qu'ils ont été d'abord affaiblis puis réaffirmés. En effet, dans, les premières versions du texte de la loi NOTRe, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou alors si, peut-être vous passiez pas les concours encore à l'époque, il y avait, vraiment une remise en cause de l'échelon départemental. En gros, il était, dépossédé petit à petit de ses compétences par, d'un côté les intercommunalités et de l'autre les régions. Par exemple, les collèges, les transports, ça devait être transféré aux régions. On avait d'ailleurs à l'époque aussi des rapports comme le rapport Attali,
ou encore avant, le rapport, Balladur, qui, nous disait ça. En gros, le millefeuille territorial, bah, il y a trop de couches et s'il y a une couche à enlever en premier, ce serait celle du département. Et d'ailleurs, je refais une petite parenthèse sur, la vidéo que j'avais fait sur la loi NOTRe, je m'étais trompé, j'avais laissé, cette, compétence collège aux régions, mais finalement non, cette compétence, elle est bien restée dans l'escarcelle du département. Mais, voilà, ça avait pas mal bougé, un peu jusqu'au dernier moment et donc, bah, finalement, il y a eu une conservation de beaucoup de compétences du département. Il n'y a pas eu cette dévitalisation, progressive. Le rapport de la Cour des comptes va pas forcément nous expliquer, vraiment dans les détails pourquoi, ce revirement. Moi, le souvenir que j'en ai de l'époque, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de tractations politiques en interne. Il y avait une grosse pression aussi des, associations d'élus locaux. Bref, je pense que tout ça a été aussi, politique. Mais ensuite, on a même assisté à un renforcement des départements suite, à la réforme des régions pour, garder un échelon intermédiaire entre les régions XXL et le bloc communal. Alors ça, c'est un argument auquel j'avais pas forcément, pensé. C'est vrai qu'avec ces régions XXL et bon, de l'autre côté des intercos, voire même, bon, à l'échelon des communes, bah, il y a un gap quand même assez énorme. Il y a même des régions, il me semble, où on a entre, je crois, 10 ou même 13 départements. Donc c'est vrai que d'avoir cet échelon un peu intermédiaire, c'est aussi, quelque chose d'intéressant. Et puis on a assisté donc à un renforcement des départements aussi avec, la réorganisation des échelons déconcentrés de l'État au niveau départemental. Alors ça, c'est pas forcément des trucs qu'on étudie à fond quand on passe des concours de la territoriale, parce que ça concerne l'État, mais on sait quand même que la déconcentration et la décentralisation vont de pair. Ça, j'ai déjà expliqué aussi dans des vidéos. Et sans rentrer dans les détails, ici, bon, c'est un petit argument à avoir en plus en tête, c'est que, bon, l'État s'est quand même recentré sur le département pour, ces échelons déconcentrés. Donc ça a aussi joué en faveur de la non-disparition des départements, malgré les tractations qu'il y a eu à un moment dans les années 2010, mais on va dire surtout 2000, un petit peu avant. Ensuite, toujours dans cette partie, bilan, hein, des réformes organisationnelles qui sont insuffisantes, la Cour des comptes nous dit aussi que l'organisation de l'État, est, décalée avec le maillage territorial. Malgré les 2 réformes de réorganisation, donc des, échelons déconcentrés dont on vient un petit peu de parler, eh bien c'est pas parfait, loin de là, puisque ces, réformes sont, basées sur des, considérations financières avec, notamment des suppressions de postes et ça on va le voir après, c'est pas sans conséquence et puis en décalage avec les réformes de la décentralisation. Maintenant qu'on a vu, ce bilan de la Cour des comptes sur, les réformes, organisationnelles qu'ils trouvent insuffisantes, on va voir ensemble ce qu'ils appellent des compétences trop partagées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur les compétences des collectivités. Malgré la logique des blocs de compétences, qui était surtout prégnante dans les années 80, qui existe encore aujourd'hui, on est encore un peu basé là-dessus, mais c'est quand même remis en cause de plus en plus, et notamment concrètement dans l'organisation des compétences, puisque même dans des compétences traditionnelles, par exemple le développement économique aux régions, eh bien on sait que cette compétence-là, elle n'est pas du seul fait des régions. Les départements ont aussi un tout petit bout de cette compétence, et le bloc communal également. Donc même sur des compétences comme ça assez fortement, marquées par une des collectivités, un des niveaux de collectivité, eh bien il y a quand même un partage et le rapport nous dit clairement que pour eux, c'est trop. Toutes ces compétences sont trop partagées. D'ailleurs, je sais plus, il y avait le chiffre, alors je l'ai plus retenu, mais c'est assez énorme, hein. Il me semble qu'on est sur, quasiment du, 8 sur 10 à peu près, du 80 de compétences qui, sont partagées finalement. C'est même peut-être un peu plus, je sais plus, j'ai plus le chiffre, vous me pardonnerez, le rapport fait un peu plus de 500 pages, donc j'ai pas retenu toutes les infos. Mais bon, ce qu'ils nous disent là-dessus, c'est que, il y a des problèmes de lisibilité et d'efficacité. Donc comme je viens de le dire, voilà, ces compétences sont souvent partagées entre les 4 échelons locaux et eux, dans le rapport, ils nous donnent l'exemple du logement, donc qui est une compétence plutôt du bloc communal, mais le département aussi a un tout petit bout de cette compétence et les régions également, avec, l'élaboration du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Et donc le problème de ça, c'est que, comme nous le dit, ce titre-là, c'est qu'il y a un problème de lisibilité, donc pour les citoyens. Ça, c'est un argument qui, moi, me parle beaucoup, dont je parle souvent d'ailleurs, sur la chaîne YouTube et qui, bah, pour moi, participe aussi à la participation assez, faible à chaque, scrutin. Parce que finalement, bah, que je pense que vous, c'est pareil, quand vous parlez avec vos proches, enfin, si jamais vous parlez avec vos proches de, je sais pas, du conseil régional ou conseil, départemental, bon déjà, ils vont pas forcément faire, la différence entre les 2. Et puis, bon, ils vont pas forcément savoir qui fait quoi, en fait, dans, tous ces échelons locaux. Et puis en termes d'efficacité aussi, bah, le problème, c'est qu'il y a une dilution des responsabilités, ce qu'on nous dit dans le rapport.
C'est vrai que finalement, quand, on a, 4 acteurs qui sont sur une même compétence, ça peut être tentant aussi de se renvoyer un peu la balle, quand il y a un problème. Donc voilà, en termes d'efficacité, c'est pas non plus, génial. Toujours sur ces compétences trop partagées, on nous dit qu'il y a, des outils, mais qui sont, peu efficaces. Donc par exemple, on a l'outil, le côté chef de file. Ça, c'est quelque chose d'assez important, mais il y a quand même une grande limite à ça, c'est que une collectivité ne peut pas avoir de tutelle sur une autre. Donc c'est la notion de chef qui est un peu remise en cause. C'est un peu un coordinateur, un animateur, on pourrait dire. Mais c'est pas un vrai chef dans le sens où il a pas de pouvoir sur les autres collectivités. Par exemple, le département qui est chef de file dans le social, il peut pas exiger de, ces, collectivités qu'elles fassent telle ou telle action. Donc c'est une limite. Autre outil, bah, ce sont les délégations de compétences qui sont, pas dans l'esprit de la loi, c'est ce qu'on nous dit. Bon, c'est un peu technique, donc je vais, passer rapidement, sinon la vidéo, elle va faire, 1 heure. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a pas assez de mutualisation, notamment dans les, échelons, bah, intercommunaux et communaux, où on a mutualisé, bah, par exemple des services, RH, mais on n'est pas allé assez loin. Donc il y a encore pas mal de doublons de postes, pas assez d'économies, et cetera. Et puis on nous parle aussi d'une perte de contrôle de l'État, avec un affaiblissement du contrôle de l'égalité et également un affaiblissement du contrôle budgétaire. Et un chiffre pour illustrer tout ça qui est dans le rapport, c'est qu'entre 2009 et 2021, on a une baisse d'environ un tiers des effectifs qui sont chargés de contrôler les collectivités. Donc concrètement, les agents d'État qui par exemple font bah, le contrôle de l'égalité, il y en a environ un tiers en moins. Donc forcément, c'est plus compliqué pour faire des contrôles, ils sont, de moindre qualité. Quand vous réduisez d'un tiers les effectifs, vous avez beau avoir des agents, de qualité, quand même, à moins de les passer en 50 heures par semaine, c'est compliqué d'avoir la même qualité de travail et de contrôle. Donc pour cette partie 1, sur, cet, nouvel élan décentralisateur qui serait nécessaire, là, on a vu le bilan assez négatif de la Cour des comptes et maintenant ce qu'on va voir, ce sont les propositions. Donc dans cette partie, relance de la décentralisation, ils décrivent d'abord ce qu'ils appellent les 2 fausses solutions. La première fausse solution, c'est le grand soir. De se dire: «On va, tout remettre en cause, on va repartir d'une feuille blanche parce que, c'est quelque chose qui n'est pas possible». On a quand même aujourd'hui des, collectivités de grande taille avec, énormément d'agents. Bref, repartir à zéro, techniquement, c'est pas possible. Et par contre, la deuxième fausse solution, c'est un peu ce qu'on a fait depuis 2010, c'est, la politique des petits pas, avec des petits ajustements, mais qui sont parfois contradictoires finalement, parce que, bah, on l'a vu, hein, dans les années 2010, il y a eu par exemple la création du conseiller territorial et puis, bah, finalement ça a été supprimé. Le département était remis en cause, finalement il a été renforcé. Sur la clause générale de compétences, pareil, il y a eu une suppression, une réactivation, resuppression. Bref, à force de faire des tout petits pas, il y a une tentation pour les exécutifs, nouveaux qui est de revenir en arrière, de remettre leurs, pattes et cetera. Alors que, quand on fait une grande loi de décentralisation, c'est quand même plus difficile de revenir en arrière. Donc la solution se trouve probablement au milieu et avec un prisme qui est celui de revoir les relations entre collectivités. Pour ça, la Cour des comptes nous dit qu'il faudrait plus de coopération intercommunale et moins de communes. Donc ça, c'est un grand mantra qu'on entend un peu partout et la Cour des comptes s'inscrit dans cette, idée-là. Et pour eux, il faudrait réactiver, 2 dispositifs qui ont quand même pas beaucoup marché, celui des communes nouvelles et celui des communes-communautés qui a encore moins marché, on va dire, hein, par rapport aux communes nouvelles. C'était pas un franc succès en termes de nombre. Par contre, la Cour des comptes dit que c'est quand même intéressant, notamment pour, le problème qu'on met souvent en avant dans les EPCI qui est le problème de gouvernance. Bah, pour eux, le fait d'avoir des, communes nouvelles, donc moins de communes, mais de plus grande taille, ça permet quand même aux communes d'avoir plus leur mot à dire, de plus peser au sein de l'EPCI. Donc en ça, évidemment, c'est intéressant et pour, inciter les communes à, fusionner, la Cour des comptes préconise de, reproposer des avantages financiers. Mais c'est déjà ce qui avait été fait, à l'époque et bon, il y avait quand même pas eu un grand succès. Donc je suis pas forcément convaincu par, cette idée, mais bon, sur le papier, ça pourrait marcher. Ensuite, la Cour préconise un renforcement des chefs de file, donc sans tomber non plus dans la tutelle, hein, c'est pas l'idée, mais l'idée ce serait d'avoir des lois qui définiraient les attributions des chefs de file. Et c'est vrai, je vous donne mon avis, peut-être que vous en fichez, mais je trouve que l'exercice est intéressant aussi pour vous projeter, sans être forcément d'accord avec moi, mais pour aussi participer à ça, parce que si vous avez une question concrète sur
quel est votre avis sur ça ou ça? Bah, faut bien que vous y réfléchissiez. Et donc là, en ça, je trouve ça intéressant qu'il y ait un cadre juridique, sur, les chefs de file, sur leurs attributions dans telle et telle compétence, par exemple. Que ce soit un peu plus clair pour tout le monde finalement d'avoir des règles du jeu comme ça. C'est, déjà un peu le cas, hein, évidemment, on part pas d'une feuille blanche, mais je pense qu'il faudrait aller encore un peu plus loin. En tout cas, la Cour des comptes pense aussi qu'il faut aller plus loin. Elle propose aussi plus de différenciation et d'expérimentation. Et là, elle se focalise sur l'échelon départemental. Et là, je trouve ça intéressant aussi parce que vous avez vraiment des réalités très différentes entre départements. Alors, dans tous les échelons, hein, mais je trouve au niveau départemental, c'est assez flagrant. On a des départements très ruraux et des départements qui sont, marqués, par, la présence d'une grande métropole qui accapare un petit peu tout. Et effectivement, ce qu'elle propose, c'est qu'on au lieu d'avoir une règle du jeu, qui est la même pour tous les départements, de différencier un peu et de passer probablement par l'expérimentation, dans des départements avec une grande métropole, un peu sur le modèle de la métropole de Lyon. Et puis à l'inverse, dans les départements ruraux, eh bien, d'avoir un autre modèle tout simplement. Puisque là, on est dans des départements, on va dire, financeurs des, communes rurales. Hein, on sait que enfin la Cour nous le rappelle en tout cas dans son rapport, que, dans ces départements ruraux, il y a vraiment une importance primordiale du département, même pour les finances, des, projets des communes. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle les départements, bah, sont pas forcément un échelon à remettre en cause, hein, pour revenir à une discussion, précédente dans la vidéo. Et puis, dernière, proposition, hein, pour un nouvel élan de décentralisation, c'est de revoir la place de l'État dans les territoires et d'avoir un État plus stratège, un État partenaire. Donc ça, c'est aussi sur le côté, contractuel, hein, d'avoir des, contractualisations avec l'État, mais qui soient peut-être un peu moins, descendants, hein, comme on a pu le voir avec les, contrats de Cahors, par exemple. Et puis d'avoir quand même un État plus contrôleur. Ce qu'on l'a vu avec, les baisses d'effectifs dans, les préfectures, c'est quand même plus compliqué d'assumer leur rôle de, contrôleur. Voilà donc pour cette première partie sur l'élan décentralisateur. On va maintenant continuer l'analyse globale de la Cour, mais plutôt sur le côté financement. Et donc on va voir ensemble les finances locales, faire un petit bilan de ça, voir aussi ensemble les recettes fiscales qui ont été remaniées, hein, ces dernières années, et puis les propositions de la Cour pour une rénovation de ces finances locales. Alors d'abord sur le bilan des finances locales, ce qu'on nous dit c'est qu'il y a un accroissement global depuis ces 40 années de décentralisation, mais qui stagne depuis une dizaine d'années. Et ça s'explique assez simplement. On a eu des transferts de compétences massifs au début de ces 40 années de décentralisation. Donc il y a eu un accroissement très fort des finances locales qui prend de plus en plus de part dans les finances publiques globales et aussi dans le PIB français. Donc ça, c'est un peu mécanique. Mais depuis 10 ans, ça stagne parce qu'effectivement, on n'a plus de transfert massif de compétences. Mais le rapport nous dit aussi qu'il y a quand même une complexité à calculer ce qui est mécanique, hein, ce qui est normal, logique, et puis ce qui est du fait des collectivités qui seraient dépensières. Bref, j'en parlais en intro, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis bon, bah, ce qu'on nous dit pour les finances locales, c'est qu'elles restent faibles par rapport à l'Union européenne. On n'est clairement pas le pays d'Europe le plus dépensier au niveau local, mais ça c'est dû à une forme d'organisation française qui est quand même assez centralisée, entre guillemets, malgré l'aspect constitutionnel, hein, de l'organisation qui est décentralisée. Dans les faits, au niveau financier en tout cas, bon, c'est quand même assez centralisé. Mais malgré tout, on a des collectivités qui représentent 55% de l'investissement public global. Donc ça, c'est quand même aussi important à retenir. Ensuite, sur les recettes fiscales, en gros, l'idée, c'est qu'on est passé de pas mal d'impôts locaux à des impôts nationaux pour financer les collectivités. Alors, elles ne sont pas financées qu'avec des impôts. On sait qu'il y a des dotations d'État également, comme la DGF par exemple, et le rapport revient là-dessus, mais je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo. Mais on a vu récemment avec l'extinction progressive de la taxe d'habitation, en tout cas pour les résidences principales. On l'a vu aussi avec la suppression de la CVAE. Quand on regarde aussi l'origine, hein, des financements des collectivités au niveau fiscal, on voit qu'il y a pas mal de TVA, on voit qu'il y a pas mal d'impôts qui sont issus du niveau national. Et ça, c'est une tendance qu'on voit s'accélérer depuis une dizaine d'années. Donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a moins d'autonomie pour les collectivités, puisque ces impôts au niveau national, eh ben, les collectivités n'ont absolument aucun levier, aucun moyen d'actionner des leviers dessus, elles n'ont pas le pouvoir, alors qu'au niveau local, elles peuvent agir. Mais malgré ça, on voit qu'il n'y a pas de baisse de ressources.
Là où les collectivités étaient très critiques sur la baisse d'autonomie, ça on peut le comprendre, elles étaient aussi assez inquiètes sur une potentielle baisse de ressources, mais la Cour nous dit que non. Finalement, financièrement, c'est quelque chose qui a été plutôt bénéfique même pour les collectivités. Donc là-dessus, c'est un élément de critique aussi qui est intéressant. Et donc la Cour propose plusieurs choses au niveau fiscal, au niveau financier, pardon. Elle propose une rénovation de ces finances locales pour qu'elles soient plus stables. Ça, c'est vrai pour toute entité, hein, même pour les entreprises. On entend souvent ça. Ce qui est compliqué, c'est pas forcément le taux d'imposition, c'est l'instabilité. Hein, quand on peut pas trop se projeter dans le futur sans savoir à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, bah, c'est assez compliqué. C'est vrai aussi pour les collectivités. Et puis ajouter à ça aussi le manque de lisibilité. Donc la Cour plaide pour plus de lisibilité. On pense par exemple à la dotation globale de fonctionnement et au système aussi de péréquation qui sont assez complexes et les collectivités elles-mêmes n'arrivent pas trop à se projeter sur les années à venir, à savoir voilà, ce qu'elles vont toucher. Donc ça, c'est quand même pas normal. Et puis la Cour des comptes plaide aussi pour des finances en fonction des niveaux de collectivité. Alors bon, c'est déjà le cas, hein, mais d'aller encore un peu plus loin là-dessus, puisque selon le niveau de collectivité, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, et donc d'avoir des collectivités qui seraient plus dépendantes de la TVA, plus dépendantes de tel autre impôt, etc. Et bon, encore une fois, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais l'idée pour eux, c'est d'aller encore plus loin dans ce mécanisme. Et puis avec en trame de fond plus de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, notamment sur les discussions budgétaires annuelles. Bref, voilà, plus de dialogue État-collectivité. Et là, si ça paraît pas très clair, je vous ai sélectionné aussi une phrase du rapport qui, j'espère, vous éclairera un peu. Donc on nous dit, dans une ambition de restauration et d'assainissement des comptes publics nécessaires au redressement du pays, en même temps que d'approfondissement de la décentralisation, il est indispensable de redéfinir le mode de financement des collectivités locales au regard de leurs compétences, d'en simplifier le schéma et d'en garantir l'efficacité. Je la trouve assez parlante parce qu'on nous dit que quand même il y a deux objectifs. Il y a effectivement le fait d'approfondir la décentralisation, qui est un objectif en soi, mais il y a un autre objectif duquel j'avais pas encore parlé dans cette vidéo, c'est le redressement du pays, donc redressement au niveau financier, hein, assainissement des comptes publics, hein, l'expression est lâchée. Donc pour la Cour des comptes, clairement, les collectivités doivent participer à cet effort-là. Et donc avec ces deux objectifs, peut-être un peu antagonistes, en tout cas un peu compliqué d'allier les deux, eh bien il faut revoir ce mode de financement des collectivités en fonction de leurs compétences. Il faut simplifier tous ces mécanismes de financement parce qu'ils sont trop complexes. Voilà donc pour l'analyse globale que fait la Cour des comptes de ces 40 ans de décentralisation. On va passer maintenant sur une analyse un peu plus fine, et notamment la Cour s'est attardée sur 7 compétences. Et cette compétence, elle représente bien, selon la Cour, les besoins des Français de tous âges. Alors, ces 7 compétences sont les suivantes. On a le développement économique, le social, les collèges. Alors, les collèges, pas au sens de l'éducation, hein, au sens de la construction des bâtiments, la rénovation, l'entretien, etc. Les festivals, les déchets ménagers, l'eau et les soins de premier secours. Pour pas que la vidéo fasse 1 heure, je vais pas détailler toutes ces compétences, je vais me concentrer sur une, hein, la première, le développement économique, pour que vous compreniez l'analyse et la démarche de la Cour des comptes. Et pour le reste des compétences, je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Si par exemple vous souhaitez travailler ou vous travaillez déjà dans une de ces compétences, ça peut être intéressant d'aller voir ce que pense la Cour des comptes pour enrichir par exemple votre exposé ou pour anticiper d'éventuelles questions du jury. Donc pour cette partie sur le développement économique, on a plusieurs parties. Une sur le fait que la Cour dise qu'il y a une rationalisation de cette compétence qui est inachevée. On a également un pilotage qui serait à renforcer. Une partie sur les aides aux entreprises, avec derrière la question de l'impact. Quel est l'impact de ces aides aux entreprises? Et puis des recommandations que se permet de faire la Cour. Alors sur la rationalisation qui serait inachevée, l'idée c'est que le développement économique c'est bien une compétence régionale. Ça a été fléché comme ça, en tout cas, par l'État, mais il y a quand même des exceptions. Par exemple, le département peut attribuer des aides à un médecin pour qu'il puisse s'installer dans le territoire. On a aussi les EPCI qui peuvent, dans certains cas, attribuer des aides. Donc d'un côté, c'est clair qu'on a une compétence développement économique dans l'escarcelle des régions, mais quand on regarde les exceptions, bah non, finalement, il y a aussi des petits bouts de cette compétence qui sont dans les autres échelons.
Et même si ça peut se justifier, hein, c'est pas juste par plaisir de faire compliqué, comme on le disait, auparavant, de façon plus générale, ça, impacte la lisibilité pour les citoyens et puis, ici, en l'occurrence, pour les entreprises, c'est parfois compliqué de, savoir à qui s'adresser et notamment dans le rapport, ce qu'on nous dit, c'est que même si, par exemple, les régions essaient d'avoir un moteur de recherche sur leur, site qui permet aux entrepreneurs de savoir quels sont les différents types d'aides auxquelles ils peuvent prétendre, mais ça va prendre en compte que les aides régionales, alors que comme on vient de le dire, il y a des exceptions, tout n'est pas centralisé au niveau de la région. Il y a quelques aides qui sont à d'autres niveaux d'échelons locaux, et donc parfois ça peut être un peu un casse-tête pour les entreprises de savoir à quoi elles ont droit. Ensuite, sur le pilotage qui serait à renforcer, deux choses principalement. On a le SRDE2I, qui est déjà un outil de pilotage présent et qui permet aux différents échelons locaux de s'organiser justement sur cette compétence développement économique. Et puis on a aussi les conventions et les délégations de compétences qui permettent par exemple aux régions de déléguer une partie de leurs compétences à un autre échelon. Ça peut se faire par exemple pour un type d'aide bien précis, mais ce que nous dit la Cour, c'est que ce pilotage déjà existant donc serait à renforcer. Ensuite, pour ce qui est des aides aux entreprises, la Cour constate un émiettement de ces aides et c'est vrai que quand on s'y intéresse un petit peu, on voit qu'il y a, beaucoup, beaucoup d'aides différentes, avec souvent d'ailleurs, des aides de, petites sommes. Alors petites sommes à l'échelle d'un budget, d'une région. Après, pour les entreprises qui en bénéficient, c'est pas forcément des petites aides, hein, ça peut être vraiment des bons coups de pouce pour elles. Mais cet émiettement, des aides, avec également une insuffisance des indicateurs et des données collectées et couplé aussi avec un faible nombre des, évaluations, conduites, tout ça, ça aboutit à un problème de lisibilité sur, l'impact de ces aides aux entreprises. Est-ce que finalement, elles leur permettent de, maintenir, des gens dans leurs emplois? Est-ce que ça leur permet une véritable croissance? On manque quand même de données. En tout cas, au niveau global, au niveau national, par le biais de la Cour des comptes, on manque de grands indicateurs qui nous permettraient de dire, bon, ces aides aux entreprises, elles ont permis de sauver tant d'emplois, elles ont permis d'afficher un taux de croissance dans les entreprises de tel secteur, etc. Et c'est vrai que c'est une vraie question à se poser parce que c'est de l'argent public. Donc, quelle est l'efficacité de toutes ces aides? À vrai dire, on sait pas trop l'expliquer. Et enfin, les recommandations de la Cour, en ce qui concerne le développement économique, ça serait de pérenniser les modalités de coordination entre l'État et les collectivités qui sont apparues les plus efficaces lors de la mise en œuvre du PIA 4. Alors le PIA 4, c'était le programme d'investissement d'avenir. C'était en gros un programme financier global entre l'État et les collectivités. C'était en 2020, donc on était en pleine crise sanitaire. Et l'objectif, c'était de booster la relance économique. Autre recommandation, ce serait de fiabiliser le recensement des aides apportées par les collectivités aux entreprises. Et, un peu dans la lignée, ce serait aussi de développer le suivi et l'évaluation de l'impact des aides sur les entreprises. Donc ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Il faudrait amener un peu de data dans ces aides aux entreprises, même si je sais que localement, on a certaines régions qui ont quand même un bon suivi, mais il nous manque une analyse globale, une analyse nationale qui permettrait de réfléchir réellement à l'efficience de ces aides et puis plus globalement de l'efficacité de cette compétence développement économique, surtout portée par les régions. Enfin, la Cour des comptes nous propose une conclusion, ou plutôt des conclusions sur ce rapport. Ce qu'elle nous dit d'abord, c'est que la décentralisation, il y a 40 ans, elle est bien partie. Avec l'acte 1 dans les années 80, on a eu un véritable transfert de compétences massif de l'État vers les collectivités et la fin de la tutelle de l'État. Donc c'était vraiment une grosse étape. L'acte 2 dans les années 2000, pareil, grosse étape avec la consécration constitutionnelle des principes de la décentralisation. Mais par la suite, ce qu'on nous dit, c'est que la tradition centralisatrice de la France a pris le dessus. Donc ça correspond à bon, ce qu'on appelle souvent l'acte 3 de la décentralisation dans les années 2010. Et contrairement aux voisins européens, on n'a pas pris un virage assez appuyé dans la continuité de cette décentralisation. Donc depuis les années 2010, je commençais à le dire là, c'est pas vraiment un acte 3 finalement. Il n'y a pas de ligne directrice, on est même parti un peu dans tous les sens avec des hésitations, des renoncements, par exemple pour les départements, hein, avec une volonté de les supprimer, puis finalement on les a renforcés.
Bref, c'est quand même assez, brouillon. En plus, il n'y a pas eu de vraie baisse du nombre de communes, alors que c'était un objectif, affiché. Pas assez de lisibilité sur les compétences. On voit, hein, que sur pas mal de compétences, même des compétences fortes, pour, par exemple, le développement économique, normalement, ce sont les régions. Bah, on voit que, finalement, tout le monde en fait un petit peu et puis, on observe aussi des problèmes de coordination, même s'il y a des améliorations avec les schémas, avec, le côté, chef de file. Mais on voit que c'est pas encore tout à fait ça. On a vu aussi qu'il y avait une désorganisation des services déconcentrés. On a aussi vu une partie sur la répartition des ressources des collectivités. Donc là, je suis allé un petit peu vite parce que c'est des choses qu'on avait pas mal vues, mais en tout cas pour les solutions, ce que préconise la Cour, c'est à la fois sur du long terme et du court moyen terme. Alors à long terme, la Cour plaide pour un partage des compétences entre l'État et les collectivités pour simplifier le système et responsabiliser les acteurs. En ce sens, elle milite quand même pour plus de décentralisation et puis surtout avoir des règles du jeu plus simples pour qu'il n'y ait plus cet effet on se renvoie la balle, c'est de ta faute, c'est de ma faute. Finalement, sur certaines compétences, si on a un acteur vraiment bien établi, où c'est lui qui s'occupe de toute la compétence, eh bien forcément, ça responsabilisera plus cet acteur. Et puis à court et moyen terme, une des idées, c'est d'approfondir la coopération intercommunale. Une autre idée aussi, c'est de poursuivre la réduction du nombre de trop petites communes. Ça, pareil, on l'avait évoqué. Une autre idée, ce serait de renforcer le rôle des collectivités chefs de file de politique avec beaucoup d'acteurs. Et enfin, de recourir davantage à la différenciation territoriale et à l'expérimentation. Et pour finir, je vais citer le rapport qui dit qu'il faut remettre en cohérence l'organisation territoriale, donner aux acteurs locaux les moyens de mener dans leur domaine de compétences des politiques locales plus efficaces et plus efficientes. Et comme le législateur l'avait souhaité lors de la discussion des grandes lois de décentralisation des années 82 et 83, de rapprocher l'administration des administrés. Donc c'est aussi ça qu'il faut retenir de ce rapport, c'est qu'il n'y a pas une vision seulement comptable, même si on l'a clairement. Il y a aussi une vision peut-être un peu plus politique, qui est de dire il faut pas oublier que la décentralisation, l'objectif de ça, c'est de ramener le service public au plus près des citoyens. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu oublié avec les régions XXL, etc. Et moi, je trouve ça intéressant que des acteurs, tout à fait officiels, même comme, la Cour des comptes, tiennent ce discours aujourd'hui. Voilà pour cette longue vidéo sur, ce rapport, sur la décentralisation 40 ans après. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair et j'espère aussi que ça vous a intéressé, que ça vous a, donné envie d'aller un peu plus loin que, juste le fait d'apprendre, telle ou telle loi de décentralisation. Essayer de comprendre les, mécaniques derrière tout ça et que finalement s'intéresser à la décentralisation, c'est aussi faire, de la politique, mais au sens noble du terme, sans forcément considération partisane, et dans l'optique d'avoir un service public toujours plus efficace et plus proche des citoyens. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.